Alors, je m'appelle Sophie Naoum et depuis 6 ans, je mène un projet qui s'appelle Les Derniers, dans lequel je dresse le portrait des derniers survivants de la Shoah. L'idée est venue déjà de la rencontre avec Jacques Altman en 2010, qui est le premier déporté que j'ai rencontré en fait. Et quand j'ai rencontré Jacques, je me suis demandé, comme tout le monde, comment on parle à une personne comme ça. Est-ce qu'il faut être très sérieux, très solennel, voilà, est-ce que je vais être mal à l'aise? C'est quand même impressionnant. Et en fait, en le rencontrant, j'ai réalisé très simplement qu'il était très sympathique déjà, très accessible, qu'il était très âgé, déjà près de 90 ans, et qu'on était sur les dernières années des derniers témoins. Et que ce qu'il avait à nous apporter, c'était non seulement son témoignage sur la guerre, bien sûr, sur son expérience d'Auschwitz, mais surtout, peut-être surtout, sur l'après, en fait. J'ai été impressionnée par le courage, l'élégance, la résilience de ce monsieur, et je me suis dit qu'il avait beaucoup de leçons à nous donner sur sa capacité à mener sa vie après ça, et avec le traumatisme, avec les séquelles, et qu'en fait, ces gens méritaient d'être entendus là-dessus aussi, sur leur vision du présent, sur ce qu'ils avaient à nous léguer, pas seulement sur leur traversée des camps en fait. La grande différence, je trouve, avec l'époque d'aujourd'hui et l'époque des camps de concentration, c'est effectivement la vidéo. C'est-à-dire qu'on avait des photos et maintenant on a des images animées, on a des gens qui s'expriment. Donc c'est aussi du patrimoine que tu laisses. C'est un patrimoine mondial. Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de collectes de témoignages qui ont été faites. Spielberg a filmé des dizaines de milliers de rescapés. Donc, à ce niveau-là, on ne fait rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau, en fait, c'est la manière dont on le fait, je pense. C'est-à-dire que moi, je fais des épisodes qui sont très compacts, très efficaces, d'une dizaine de minutes. Les collectes qui ont été faites jusqu'alors, c'était des interviews fleuves de 3h30, pas montées, et qu'en fait, très peu de gens regardent. Voilà, moi, je voulais prendre le contre-pied de ça et en fait faire des épisodes vraiment très produits, très efficaces, d'une douzaine de minutes, adaptés aux jeunes générations, et puis qui parlent de la guerre, mais aussi de l'après et du présent. Je pense que c'est ça notre spécificité en fait, c'est que c'est assez digeste comme format. Aujourd'hui, avec l'explosion des actes antisémites, est-ce que cette parole-là, déjà pour les personnes que tu interviews, est-ce qu'elle a un sens pour eux? Est-ce qu'elle continue d'avoir un sens? Je pense qu'aujourd'hui, force est de constater l'échec total du devoir de mémoire, du plus jamais ça, de tout ce qu'ont entrepris ces gens. Et en fait, moi, c'est sur ça que je veux insister. C'est-à-dire que je ne prétends pas du tout que mon petit projet va changer quoi que ce soit ou que l'humanité va apprendre quelque chose. Si l'humanité avait dû apprendre quelque chose de la Shoah, ce serait déjà fait. Moi, je suis d'une génération où on a cru qu'il y aurait une forme d'humanité post-Shoah, et ce n'est pas le cas. Donc en fait, eux, s'ils témoignent, c'est un cri d'alerte, mais c'est un cri d'alerte depuis le début, pas depuis le 7 octobre. En fait, moi, ce que j'entends, c'est leur cri d'alerte par rapport aux mécanismes, aux petites collaborations, au déni de réalité, aux choses qui sont toujours en place et qui n'ont pas changé. Et ils nous préviennent, ils nous disent « moi j'ai vu, je sais jusqu'où l'homme peut aller, et méfiez-vous, faites gaffe, ça peut revenir, pas exactement de la même manière, mais d'une autre manière, et en fait vous n'êtes pas prêts, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas le sens de notre message. » Ils ne sont pas là pour qu'on pleure avec eux, ils ne sont pas là seulement pour commémorer leur famille, leur tristesse, ils ne sont même pas là pour lutter contre l'antisémitisme. Ils n'ont pas non plus cette croyance que parce qu'on va les entendre, miraculeusement, on va arrêter de haïr les Juifs. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est relevez-vous, levez la tête, battez-vous, soyez courageux. C'est entre vos mains, vous avez un libre arbitre, vous pouvez être des héros ou des salauds. Et c'est pas anodin, en fait. C'est des vrais choix de vie. Donc, en fait, ils sont inspirants à ce titre. Moi, je veux que mes enfants aient des héros de cette trempe-là. C'est-à-dire des gens dignes, des gens pas victimaires, des gens qui vont de l'avant. C'est ça leur message. Et il n'a pas été entendu. Il n'a pas été entendu par qui, alors? Il n'a été entendu par personne, je crois. Je crois que ces mantras qui ont été le plus jamais ça, le devoir de mémoire, mais même les voyages à Auschwitz, ça n'agit pas comme un vaccin, c'est pas forcément
d'une efficacité. Si vous ne comprenez pas ce qui s'y joue, en fait, cette fable selon laquelle tout le monde a été résistant, tout le monde a été juste, après la guerre, il a fallu la réconciliation nationale, donc on a mis sous le tapis, en fait, les saloperies des gens. Moi, les gens que je rencontre, ils ont été balancés par la voisine qui était copine avec la mère. Il y a des enfants cachés qui ont été maltraités dans les familles dans lesquelles ils étaient. Mais tout ça, c'est sordide, c'est terrible de réaliser que l'humain est comme ça. C'est pourtant ça qu'il faut regarder dans les yeux. La capacité de l'humain à vouloir nuire à l'autre, en fait. Et tant qu'on est dans une forme d'angélisme, on n'a rien compris. Et je pense que ça n'a pas été entendu et que c'est le sens profond de leur message. Aujourd'hui, quel regard porte-t-il sur les actes antisémites qui sont en explosion totale ? Alors, je ne peux pas dire que je les ai tous recontactés ou vus depuis le 7 octobre. J'ai eu quelques rencontres et tournages depuis. Mais de toute façon, c'est bien antérieur au 7 octobre, leur inquiétude. Et le fait qu'ils soient dévastés par ce à quoi ils assistent. Moi, j'ai été très marquée par le témoignage de Lucette, qui est décédée depuis d'ailleurs, qui me racontait qu'en 2014, en bas de chez elle, dans le 9e arrondissement de Paris, elle avait entendu par sa fenêtre un cortège qui passait dans lequel on criait « mort aux Juifs ». Et elle me disait « mais en fait, le pire, c'est pas d'entendre « mort aux Juifs ». Des gens qui souhaitent la mort des Juifs, il y en aura toujours. C'est que personne autour ne réagit, c'est que ça ne choque personne, c'est que personne ne bouge. Et elle me dit, et si vous saviez comme ça m'a fait mal de voir qu'encore aujourd'hui, face à ça, personne ne réagit. Et c'est ça, leur message et leur enseignement. Et ça monte depuis très longtemps. Encore une fois, on a voulu croire qu'on allait faire la paix, tout régler en étant gentil, en envoyant de l'amour, mais ça ne suffit pas. Voilà, là, ça explose. Il y a eu un pogrom le 7 octobre et l'antisémitisme explose. C'est quand même un paradoxe terrible, mais qui était latent et larvé et là depuis longtemps. Quand on voit que Mohamed Merah tue des enfants dans une école et que le pays ne descend pas dans la rue, il y a un problème de civilisation. Je veux dire, c'est pas que les Juifs, c'est grave, mais personne n'en a pris la mesure. Donc voilà, ils sont dévastés, mais depuis très longtemps. À l'inverse, Sophie, si un jeune garçon musulman ou arabe, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas, voilà, décède, etc., dans des circonstances terribles, eh bien, la France ne descend pas dans la rue non plus. Je ne suis pas sûre. Alors déjà, les Juifs, pour parler d'eux, ont été en pointe sur les commémorations du génocide du Rwanda. La Shoah, c'est un paradigme. La lutte, elle est globale. Contrairement à ce qu'on dit, les Juifs ne font pas ça pour penser à eux, en fait. C'est un combat pour l'humanité. Moi, je ne le fais pas pour les Juifs. Je me moque de ça. Je veux dire, je ne suis pas communautaire, je mange du porc. Je suis pas... Je ne le fais pas pour les Juifs. Et ça m'agresse quand on me dit « encore les Juifs, encore vous, encore la Shoah ». C'est qu'on n'a rien compris. C'est des valeurs, c'est un combat. La Shoah, c'est un paradigme, en fait. Et je ne crois pas que les gens ne se mobiliseraient pas s'il arrivait la même chose à d'autres. Je pense que je serais dans la rue, je sais que je serais dans la rue si des centaines de femmes et d'enfants musulmanes, asiatiques, handicapés, s'étaient fait violer et qu'on avait vu les images. D'ailleurs, il y a des rassemblements quand même pour l'Iran, mais il n'y a pas énormément de monde. Non, les bien Iraniens sûr, mais il y a une passivité, il y a une lâcheté, il y a chez tout le monde. Hein. Je ne dis pas que je fais mieux, je dis juste qu'il faut regarder ça en face et pas se donner bonne conscience en ne faisant rien. C'est pas normal que quand des enfants sont tués dans une école en France, le pays ne se mobilise pas. C'est pas normal que quand des femmes se font violer, il n'y ait pas 5 minutes de consensus et de condamnation. C'est pas normal. Tu fais référence aussi à cette journée de commémoration d'hommage national qu'on devait avoir. Là, je fais référence au 7 octobre. C'est-à-dire le 7 octobre, on savait très bien que très vite, chacun allait revenir dans son camp. Ok, mais quand il se passe un Bataclan, je veux dire, on ne peut pas ne pas avoir 5 minutes de condamnation générale. Pardon. Quand il se passe un Bataclan quelque part, on ne peut pas ne pas avoir 5 minutes de condamnation générale. Moi, j'aurais condamné. Où que ça se passe. Donc non, c'est pas acceptable du tout en fait. Alors après 6 ans, tu as décidé, on va parler de la plateforme, donc maintenant tu as décidé de passer à une autre échelle, toujours dans cette volonté de créer de la mémoire. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, on lance notre plateforme vidéo, donc c'est le fruit de ces 6 années de travail. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, on va rassembler sur une plateforme tout notre travail, toutes nos vidéos classées, et on va pouvoir chercher par thématique. C'est ça, à mon avis, le gros point de cette plateforme, c'est que par exemple, si vous vous intéressez au Veldiv, vous allez pouvoir taper Veldiv et avoir les 10 ou 15 extraits
très courts qui vont vous raconter ça, en fait, les derniers témoins du Veldiv qui vont vous raconter ce qu'ils ont vécu. Donc en fait, c'est un outil pédagogique, à mon avis, extraordinaire pour les profs aussi, c'est-à-dire que par sujet, vous pouvez retrouver les extraits de témoignages. On va recommander des livres et des films sur le sujet, on va pouvoir même faire des projections, on a un système de VOD, on va vendre des livres. Et puis la suite, c'est d'ouvrir à de nouveaux thèmes cette plateforme. Donc en fait, de parler des derniers témoins de plein de choses justement, de plein de sujets. Donc l'idée aussi, Sophie, c'est de montrer quand l'humanité se perd dans la barbarie et de faire parler les derniers de chacune de ces situations. Parce qu'il y a quelque chose d'universel, là aussi, dans cette manifestation du mal. On va ouvrir la plateforme à d'autres thèmes, mais qui ne seront pas que dramatiques, que des génocides ou des guerres, ou pas seulement. Bien sûr, on pourra parler des derniers d'Algérie, ou voilà, mais ça ne sera pas que ça. Ça peut être aussi les dernières faiseuses d'anges, ou les derniers savoir-faire, les derniers qui travaillent la plume ou la broderie d'une manière qui disparaît. En fait, c'est de montrer que le passé n'est pas à jeter, qu'il y a des choses à en apprendre. Il y a souvent cette tendance chez les jeunes à vouloir faire table rase et repartir de zéro, alors qu'il y a beaucoup de richesses et beaucoup d'enseignements à tirer du passé. Et les personnes âgées sont des personnages, des témoins extraordinaires, parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Et qu'en fait, ce qu'ils lèguent est précieux. Et ils sont très peu considérés, en fait. Comment ça se finance, une plateforme de cette nature ? Alors, il n'y a pas de modèle économique. On gagne très mal notre vie depuis 6 ans. Et en fait, c'est simplement du mécénat. Il y a des gens qui nous aiment bien, qui nous soutiennent, qui aiment bien l'approche qui est plus moderne, plus accessible, qui est destinée aux nouvelles générations. Moi, je sais que dans les éléments clés, il y avait cette idée que mes enfants ne pourraient pas rencontrer de témoins quand ils seraient en âge de comprendre, et que je voulais créer du lien en fait, entre les jeunes et ces témoins, un lien humain. C'est souvent un peu froid, austère, technique en fait, ce qui est fait. Et justement, je pense qu'en fait, on peut être très sérieux et très précis sous une apparente légèreté. On n'est pas obligé d'être tragique pour parler des choses graves en fait. Donc je pensais que voilà, cet outil très, très humain, très sur le portrait et le témoignage, racontait quand même beaucoup de choses. Mais oui, non, il n'y a pas de modèle économique en fait. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on nous donne, très clairement. Donc c'est pour ça qu'on met un petit peu de temps aussi. Ces personnes que tu rencontres, que tu interviewes sur ce récit de la Shoah, de leur propre... D'ailleurs, c'est toujours, oui, ils ont toujours été déportés en fait. Il y a des enfants cachés aussi, beaucoup. Non, il y a une centaine de témoignages, il y a à peu près la moitié d'enfants cachés. Ils répètent beaucoup parce qu'il y a effectivement eu un silence pendant des années et puis maintenant on sent l'urgence aussi de devoir recueillir cette parole. Est-ce qu'ils sont dans une lassitude ou est-ce qu'au contraire ils sont dans ce devoir de mémoire? Comment se situent-ils par rapport à ces deux pôles? Alors parmi les témoins que j'ai rencontrés, il y en a qui sont devenus très connus et qui témoignent énormément. Il y en a beaucoup aussi pour lesquels c'était la première fois. Et en fait, c'est souvent les petits-enfants qui me contactent en me disant « On n'arrive pas à connaître l'histoire de papy ou de mamie. Est-ce que vous pourriez venir pour lui tirer les verres du nez? Parce que nous, on n'y arrive pas. » Ce qui est très fréquent, c'est difficile dans les familles de faire raconter les choses. Donc souvent, je suis l'outil un peu voilà, pour déclencher la parole. Ils ne sont pas lassés de témoigner, ils ont l'impression de remplir leur mission. En fait, eux, ce sont des vrais combattants et ils ont l'impression que c'est leur devoir. Ils sont animés par ça. Il y en a beaucoup qui, même très fatigués, épuisés, n'en pouvant plus, y vont. À chaque fois, ne font jamais faux bond parce que c'est important. Aussi parce qu'il y a cette culpabilité du survivant. C'est-à-dire qu'ils se disent pourquoi moi j'ai survécu et pas les autres. Donc au minimum, je dois faire le job. Mais sans grande illusion. Hein. Voilà, Ginette, elle dit, on n'apprend rien de l'histoire, les jeunes, maintenant, ils nous ont entendus et ça ne change rien. Donc, ils ne pensent pas à changer le monde. Mais en tout cas, et là où je me retrouve et je les rejoins, c'est qu'on a l'impression d'avoir apporté notre pierre à l'édifice, d'avoir fait le job pour rien, ça ne sert à rien, mais pour montrer qu'on est là, qu'on est digne, qu'on est debout. Voilà. Je reviens sur la plateforme parce qu'on ne l'a pas dit. Donc la plateforme sera accessible à tout le monde. Ça veut dire que les enseignants pourront s'en emparer, mais aussi n'importe qui. Ce ne sera pas payant, c'est gratuit, c'est ouvert. La plateforme sera, comme tous nos contenus, en libre accès et gratuit.
C'est un outil qui sera accessible pour les enseignants. On espère un jour d'ailleurs avoir le soutien de l'éducation nationale. Mais oui, ce sera un outil en libre accès et gratuit. Il y aura peut-être des fonctionnalités comme la VOD ou la vente de livres qui seront gratuits, mais nos contenus seront... La plateforme sera en libre accès et gratuit, comme tout ce qu'on fait depuis le début. Ce sera un outil, je pense, très utile pour les professeurs qui se servent déjà beaucoup de nos vidéos. Mais là, ce sera optimisé et on espère un jour avoir le soutien de l'éducation nationale. Voilà, donc tout sera gratuit. Bon, pas la VOD, pas les livres, mais nos vidéos seront gratuites, oui, oui. Et version française seulement, parce que non, la France c'est petit. C'est une plateforme bilingue pour l'instant. J'ai eu la grande chance, il y a deux ans, je crois maintenant, d'être rejointe dans mon projet par Leslie Gelrubin-Benita, qui habite à Miami, qui est une Française qui habite à Miami, et qui a commencé il y a quelque temps à filmer des témoignages aux États-Unis, au Canada, en Israël, dans différents pays en langue anglaise. Et donc c'est très précieux parce que le projet est devenu international et la plateforme sera bilingue. Il y aura des épisodes en anglais et tous les épisodes français seront sous-titrés en anglais et vice-versa. 6 ans après, quel est toi ton état d'esprit? Voilà, tu dis, je le fais, moi aussi, on apporte notre pierre à l'édifice, même si on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose. Maintenant, voilà, les décourager, porter toujours, comment tu te situes? Pour être tout à fait honnête, moi, j'ai l'impression d'être totalement à ma place dans ce projet. Donc, en termes de choix de vie, d'équilibre personnel, je suis très bien et je suis très fière d'avoir emmené ce tout petit projet indépendant aussi loin, avec mes petits bras. Donc c'est satisfaisant d'un point de vue personnel. Après, je suis évidemment catastrophée par l'état du monde, mais je l'étais il y a 20 ans déjà. Donc j'ai pas été surprise et je n'ai pas cru réussir à faire quelque chose et finalement tout s'écroule. En fait, j'ai malheureusement eu l'impression d'avoir raison sur mes intuitions et je n'étais pas destinée à faire ce travail-là. Je ne pensais pas il y a 20 ans consacrer ma vie à ce combat-là et j'ai réalisé il y a 20 ans, pendant les manifestations contre la guerre en Irak où on criait mort aux Juifs et on appelait ça des manifestations pacifiques, j'ai réalisé qu'en fait le combat restait d'actualité et qu'il était à mener et qu'en fait on n'avait pas le choix. J'aurais préféré faire autre chose. Voilà, mais il faut bien... en réalité, on n'a pas le choix aujourd'hui. Voilà, on n'a pas le choix aujourd'hui que quand même faire des choses, occuper le terrain, défendre des valeurs en lesquelles on croit, sans grande illusion, mais déjà pour se sentir bien dans notre peau, honnêtement. C'est peut-être très égoïste, c'est très autocentré. Mes enfants voient ce que je fais, je vois que ça infuse chez eux. Ils comprennent, ils sentent, ils sont fiers, et puis ils me disent des choses qui me touchent vraiment. Voilà, ils me disent « Ah maman, mais Ginette, elle est géniale, mais quelle énergie, mais quel humour », ils les ont rencontrés. Et ça les inspire eux. Donc voilà, pour moi, je n'ai pas tellement de plus grandes ambitions que ça. Hein. Donc oui, à titre personnel, est-ce que toi tu subis des attaques? Est-ce que tu te sens en danger? Est-ce que, puisqu'on parle d'actes antisémites et que tu es si exposée? Je ne crois pas être tellement identifiée et puis j'ai quitté Paris aussi pour ces raisons-là. J'ai eu besoin aussi de me mettre au vert pour me sentir un peu protégée, pour pouvoir aller au combat. Voilà, je ne me sens pas du tout menacée. J'ai tous les jours des messages d'insultes, de violences, de négationnistes. J'en ai tous les jours, mais je bloque et j'efface. C'est-à-dire que je ne veux pas me laisser contaminer par ça. Je ne veux pas que les négationnistes dirigent ma vie. Il y a des gens avec qui il n'est pas nécessaire de parler, il n'est pas utile de parler. Des causes perdues, en fait. Moi, je travaille pour les gens qui sont encore dans une forme de rationalité. Et les autres, je ne leur parle pas. Donc, je refuse qu'ils dirigent ma vie. Après, quand je vois autour de moi des gens qui sont pour moi mes frères et sœurs de combat et les menaces qu'ils subissent, je ne parle pas de gens juifs, hein, je parle de gens musulmans, je parle de gens de toutes origines, mais qui, comme moi, sont dans une forme de combat
pour la liberté, contre l'obscurantisme, les menaces qu'ils ont, on a le sentiment d'être dans une inversion des valeurs et dans une inversion totale de toute forme de logique. C'est-à-dire que ce n'est pas les bonnes personnes qui sont en danger aujourd'hui. Et pour revenir aux actes antisémites, un acte raciste sur 2 est antisémite, c'est-à-dire touche 1% de la population. C'est même plus de la surreprésentation. Qu'est-ce qu'ont fait les Juifs pour mériter ça en France ? Mais quand tu dis un acte raciste sur 2, ça veut dire que le racisme, il s'exprime peu à l'égard de la communauté asiatique, il s'exprime soit à l'égard du monde arabe, j'allais dire, dans sa grande largeur, oui, africain aussi, tu veux dire. Donc en fait, c'est là où il y a 3 pôles, quoi. C'est noir, arabe, juif. C'est-à-dire qu'il faut quand même compter le nombre de morts. Oui, il y a du racisme en France, bien sûr, il y a du racisme anti-musulman, anti-noir, bien sûr. Mais la surreprésentation des actes antisémites, c'est un acte sur 2 pour 1% de la population. Alors, on l'accepte comme un truc normal. Les écoles juives sont des bunkers. C'est pas acceptable. Dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas acceptable. Il n'y a rien qui justifie ça. Je rebondis sur ce que tu viens d'exprimer, c'est-à-dire que tu as quitté Paris. Est-ce que ces actes ou ces attitudes antisémites sont moins importantes finalement en dehors de Paris ? Est-ce que c'est Paris ? Est-ce que c'est la concentration ? Pour poser la question autrement, est-ce que c'est Paris ? Est-ce que ce sont les grandes villes qui créent les circonstances de l'antisémitisme, tu penses ? Je ne peux pas parler pour la province, je ne maîtrise pas la province. Moi, j'ai toujours été parisienne. Mais pour être claire, c'est vrai que aujourd'hui, je me sens rassurée de savoir que mes enfants ne sont pas à l'école à Paris. On peut se le cacher, mais les Juifs ont quitté les écoles et les lycées publics de banlieue, dans bon nombre de banlieues, encore quelque chose de totalement inacceptable. Moi, j'ai commencé à envisager de quitter Paris et je l'ai fait un peu plus tard, au moment de Mohamed Merah. Alors, c'était pas à Paris, mais quand on a tué des enfants dans une école et que je me suis dit si ça arrivait au mien, personne ne descendrait dans la rue. Alors c'est peut-être illusoire de dire que c'est mieux ailleurs, mais il y a une forme de calme et de tranquillité et de moins grande concentration, disons, où j'habite, qui est un petit peu rassurante. Il y a une douceur de vivre, voilà, plus... on est moins au cœur du cyclone, quoi. Question évidemment très ouverte, très large, mais... Ça commence où l'antisémitisme ? Je veux dire, dans l'esprit de quelqu'un, c'est quoi le déclencheur ? Parce que par exemple, moi, je peux te dire à titre personnel, je sais pas toi, Al, mais rien, je vois rien quoi qui me lie à ça, tu vois ? Je vois rien autour de moi qui ait pu déclencher ça, au contraire. En fait, ce qui compte pour moi, si tu veux, c'est pas qu'on aime les Juifs. En fait, même la lutte contre l'antisémitisme m'intéresse assez peu. J'aimerais juste qu'on ait un principe catégorique commun J'aimerais en fait qu'on ait juste un principe commun et absolu qui soit qu'on ne menace pas les gens de mort, qu'on ne tue pas les gens, qu'on n'agresse pas les gens et que tout le monde soit d'accord là-dessus et se soulève quand c'est le cas. En fait, c'est tout. C'est-à-dire que la haine du juif, elle est ancestrale. Et il y a ce vieux réflexe, dès qu'une civilisation va mal, dès qu'il y a des problèmes, de se dire c'est la faute du juif. Bon, c'est exactement ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui, encore une fois. Mais à la limite, moi, je ne pense pas qu'en entendant un déporté, en entendant un témoignage, par magie, on arrête de haïr les juifs, on ait de l'empathie, qu'en fait tout ça est un malentendu, dû à l'ignorance. Ils ne connaissaient pas, maintenant ils connaissent, ils haïssent plus. C'est une illusion ça, c'est bidon. La question c'est pas ça. C'est est-ce qu'on est dans un pays dans lequel on est tous d'accord pour dire qu'il y a des limites à la violence. Voilà. Et il se trouve qu'elle se manifeste essentiellement sur les juifs. Donc ce serait bien que ce ne soit pas accepté. Voilà. C'est un rêve, hein.